là, avec le travail qu'il a fait, on approche de quelque chose qui est plus près de la réalité, même si on n'aura pas la réalité de toute façon. C'est sûr, on ne saura jamais combien il y a eu de morts exactement, on ne saura pas combien il y a eu de disparus, et par définition, et en plus, on sait, on a un ordre de grandeur d'expulsion vers l'Algérie, mais on ne sait pas non plus combien exactement il y a eu dans ce domaine, quoi. C'est vrai que ce livre, donc La bataille de Paris, est un livre important. On peut citer aussi le livre de Paulette Péju, Les ratonnades d'octobre en 85, et celui de Michel Lévin, Un meurtre collectif à Paris. Et autant parler pour nous, notre livre À sortir du colonialisme, qui est préfacé par Manseron et postfacé par Henri Pouillot, que nous avons en face de nous, qui est un ouvrage extrêmement pédagogique et qui regroupe des textes autour du 17 octobre. Oui. On a extrait un certain nombre de textes, pas tout, parce qu'il aurait fallu un gros volume pour ça, mais toute une série de textes très significatifs de cette période, entre la déclaration, les textes officiels de Papon, des réactions de communiqués de plusieurs associations, des réactions de personnalités de l'époque qui sont très marquantes dans ce domaine, et puis on a resitué, Gilles Manseron, historien et vice-président de la Ligue des droits de l'homme, a resitué le cadre historique du contexte de cette époque-là. Et puis moi, j'ai fait la postface dans lequel j'ouvre sur les perspectives d'aujourd'hui, les enjeux d'aujourd'hui que ça représente, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve très intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y a des intellectuels qui ont écrit, qui ont attiré l'attention du grand public. Aujourd'hui, par rapport à ces manifestations, par rapport à ces répressions, par rapport à la guerre d'Algérie, il y a moi, ce que je ressens, il y a un peu une liberté de parole dans laquelle les ouvriers, ils ont repris leur place, à se parler entre eux, à s'interroger et à s'apprendre certaines choses, parce que il faut dire que c'est les plus diminués qui sont frappés très 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 fort, et ça a toujours été le cas, oui. Et ça sera toujours le cas. Et aujourd'hui, même ces gens-là, ils se retrouvent, et ils peuvent se retrouver. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans cette manifestation, assez nombreux cette fois. C'est pas parce que c'est les 50 ans ou parce que c'est le moment de réagir. C'est parce que les gens, dynamique est en train de se créer autour ils commencent à se parler, et tout simplement. Moi, je pense que ça va y aller de plus en plus, et j'espère qu'on va demander justement de comprendre plus que ça. Ça veut dire que il faut qu'ils ouvrent les archives, des choses et laisser les historiens et les gens écrire et s'exprimer là-dessus pour que les ouvriers ils peuvent s'approprier leur propre histoire. Et il n'y a pas que la littérature, il y a aussi le cinéma qui est important. Et est sorti donc le film de Panigel, Octobre à Paris, qui était censuré jusqu'en 73. Et en fait, je crois, à moins que je me trompe, que le visa d'exploitation n'a été accordé que suite à la grève de la faim qu'avait faite Henri Vauthier, l'auteur de... René, pardon. Henri, c'est toi. Pardon, mais c'est parce que tu es en face de moi. La grève de la faim de René Vauthier, donc le réalisateur de Afrique 50. Et le film sort avec une introduction explicative. Oui. Il y a deux films qui sortent, qui sont sortis dans le réseau commercial le mercredi dernier. Là, c'est le film 19, de Panigel, Octobre à Paris, avec une sorte de préface filmée où il y a toute une série de témoins et Gilles Manseron, par exemple, René Vauthier, Daniel Mermet, etc., qui expliquent leur parce que la plupart étaient témoins de ça, qui expliquent le contexte là. C'est un film très très dur à voir, parce qu'il relève de témoignages pris sur le vif quelques semaines, quelques mois après cette manifestation, où les Algériens qui témoignent sont super encore traumatisés sans recul presque de ce qu'ils ont vécu comme horreur pendant cette période. Et il y a aussi toute une série de photos de l'époque qui sont présentées. Et puis
puis il y a le deuxième film de Yasmina Hadi, Ici on noie les Algériens, 17 octobre 61. C'est deux films qu'il faut voir, c'est deux films différents. Yasmina Hadi vient de le terminer il y a quelques semaines, il vient juste d'être prêt pour la sortie en commercial, et elle reprend toute une série de témoignages de gens qui ont vécu cette période 50 et c'est des témoignages 50 ans après, c'est pas des témoignages à chaud. Et en plus, elle a diffusé, obtenu par dérogation, et pu les diffuser un certain nombre d'archives qui viennent du poste de police du poste de commandement de la préfecture de police, qui nous montrent justement toute la responsabilité de la préfecture de police dans ce domaine. Et donc, ces deux films totalement complémentaires, qui se complètent complètement, qui sont pas du tout en opposition ou en concurrence. C'est vraiment deux choses complémentaires, très complémentaires, et qui valent le coup d'être vues, même s'ils sont durs à voir l'un et l'autre. On peut citer aussi Le silence du fleuve d'Agnès Denis et Mehdi Lahlaoui, qui est sorti. Il y a aussi Nuit Noire, il y a aussi il y en a une série. D'ailleurs, on les retrouve sur les citations, la liste des films sur le site du 17 octobre. Oui, 17 octobre, voilà, je l'ai. http://www.17octobre61.org. Vous allez, c'est actualisé régulièrement. Vous avez toutes les informations politiques, sociales, culturelles autour du 17 octobre. Alors, c'est 17 octobre 61 qui se touche. Tout attaché. C'est pas 1961. C'est 6161.org. Et en conclusion, enfin, si on peut conclure sur ça, comment déconstruire cette mémoire officielle, d'autant que les séquelles de cette période sont là, la complaisance envers ce qu'on appelle les nostalgériques, l'érection de stèles OAS, donc sur laquelle Henri se bat énormément, et les discriminations postcoloniales que subissent les descendants de cette immigration. Le fait aussi, on parlait de l'ouverture des archives, c'est vrai que les gouvernements depuis Jospin s'en remettent un peu au travail des historiens, sans ouvrir les archives aux citoyens. Et ça facilite, ça conditionne l'écriture d'une histoire officielle. Et ça, c'est un peu une façon de ne pas reconnaître le crime d'État. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. N'est-il pas à craindre que tout ce pan de cette histoire ne s'invite dans la campagne 2012, parce qu'on va en bouffer de la campagne 2012, et c'est sûr que ça va être un des enjeux de la campagne aussi. Certainement, parce qu'on constate de façon concrète que le pouvoir actuel, dont une série des responsables actuels viennent de l'extrême droite de la fin d'après la guerre d'Algérie, toute une série de gens comme Longuet, comme Madeleine, comme Sarkozy, Devédian, j'en oublie un certain nombre, là-dessus, étaient des jeunes qui militaient dans des groupes d'extrême droite, en particulier dans les années 68, en particulier, et qui était cette extrême droite qui était issue des mouvements de l'extrême droite de l'OAS en particulier, avec Tixier-Vignancourt à la tête. Le Tixier-Vignancourt qui était le défenseur de tous les pro-OAS ou OAS même directement. Et donc on constate en plus que le gouvernement a de façon très concrète, je donnerai qu'un exemple, mais j'en donnerai 50 comme ça. Le 5 mai dernier, il a quand même élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur Jean-François Collin, qui est le président de l'association Animado OAS, c'est-à-dire une association qui revendique 1200 adhérents, dont 750 ont été condamnés pour leur activité OAS. Ce Jean-François Collin était lieutenant, il a été décoré au titre militaire, il a participé au putsch d'avril 61, il a déserté, il a organisé 2 attentats au Val-de-Grâce contre Yves Le Tac, le frère du ministre de l'époque, Joël Le Tac. Yves Le Tac était soigné au Val-de-Grâce parce qu'il avait été victime d'un attentat OAS à Alger. Il avait été raté là-bas. Ils ont voulu avoir sa peau au Val-de-Grâce. Ils l'ont pas obtenu, mais par contre, il y a un gendarme qui a été tué. Et Jean-François Collin, en prime, a eu au moins 2 mandats, sinon 3, comme Front National à la ville de Lierre. Et c'est à titre militaire que Sarkozy vient donc de l'élever chevalier de la Légion d'honneur. Bravo Nicolas, j'ai envie de dire. Ça montre bien des... Moi je pense sincèrement qu'on va pas en manger autant que ça pendant les élections. Je crois pas
que ça soit un sujet et qui va venir sur la table. Dans la mesure où il drague quand même pas mal à droite, bien à droite. Moi, j'y crois pas que ça soit, parce que même s'il vient du côté de la gauche sur la table, à un moment donné ou à un autre, on va l'éliminer pour passer à autre chose. Moi, je pense que les immigrés aujourd'hui en France, ça reste toujours encore comme une boutique électorale. On va se servir quand on a besoin, et puis on ferme la boutique dès qu'on a fait ses courses. Et je pense que par rapport aux élections présidentielles, il n'y a pas d'enjeu de ces gens, il n'y a pas un enjeu aussi important sur les votants. À partir du moment où ils n'ont pas encore, le jour qu'ils auront le droit de vote, ce jour-là, peut-être on parlera un peu plus d'eux. Et avant, je pense pas qu'il y aura un enjeu très important. C'est vrai qu'il a quand même... Pardon. Il suffit de voir Guénaud ou Patrick Buisson, qui sont deux de ses principaux conseillers. Patrick Buisson, pour prendre un exemple concret, c'est un jeune qui a 15 ans était au lycée Louis-le-Grand à Paris et qui a refusé de se lever le 16 mars 1962 quand il y a eu la minute de silence demandée dans tous les établissements scolaires à la suite de l'assassinat des 6 inspecteurs de l'éducation des centres sociaux d'Alger. Et ce jeune est le seul de sa classe qui a refusé de se lever à ce moment-là. Et c'est un des principaux conseillers de Sarko, et il a été directeur de Minutes, de Rivarol, et il a un passé d'extrême droite. Il est entouré de ces gens-là, quoi. Il est entouré de ces... Oui, c'est pour ça que je dis que... Le maire de Neuilly a même refusé de commémorer le 17 octobre, sous prétexte que ça ne faisait pas partie du calendrier. Il n'est pas UMP. C'est pour ça que je dis il n'est pas UMP, mais il est maire de Neuilly. De dialogue là-dessus. Et c'est pour ça que justement, le fait... Moi, j'ai peur que ça se passe de façon beaucoup plus parce que comme ça va être le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, qu'il va y avoir beaucoup de manifestations de commémoration dans ce domaine, il ne peut pas ne pas y avoir un autre choc des clashs qui vont se faire. Et donc, ça va se faire. Et en plus, ils ont besoin. C'est toute la démarche qu'on a depuis un moment de cette droite qui s'acoquine avec... au début du mandat, ils étaient côte à côte. Ils étaient chacun de leur côté. Depuis le milieu du mandat de Sarkozy, ils sont ensemble dans les manifestations de ce genre. L'extrême droite, le Front National et l'UMP. Il y a un rapprochement dans ce domaine qui est... Et il ne faut pas oublier qu'ils surfent terriblement sur une vague islamophobe de plus en plus violente. Donc les amalgames, ils vont être faits, quoi. Ils vont être faits. En fait, on dit la même chose. Oui. Seulement, moi, j'essaie de confirmer qu'il n'y aura pas de prise de position positive pour le 17 octobre. Et c'est ce que moi j'attends pas du pouvoir actuel. Si ça change un jour, ça sera pas à la tête, et il sera pas un gouvernement de Sarkozy à la tête de la France, pour qu'il y ait une évolution, pour que les jeunes comprennent leur histoire, ce qui leur est arrivé ou ce qu'ils ont vécu leurs parents. Mais même si c'est demain François Hollande qui est au pouvoir, je ne dis pas que ça va être automatique du tout, pour plusieurs raisons. Parce que le Parti Socialiste n'a pas appelé à signer l'appel commun de toutes les organisations, d'abord, malgré un rappel que j'ai fait personnellement auprès du Parti Socialiste, d'une part, et que d'autre part, faut pas oublier qu'il y a, par exemple, il y a 2 exemples concrets. C'est à Ressorangis, le maire socialiste a inauguré la dernière stèle pour Algérie française. À Marseille, il y a toujours à la tête de la fédération du Parti Socialiste Théo Balalas, qui a créé Ordre Nouveau et Front National au départ, qui est au Parti Socialiste recruté par Defer, qui a été condamné pour son activité OAS et qui mange chaque fois que Le Pen va à Marseille, ils mangent ensemble. Et c'est aussi des choses mal. Et François Hollande n'a pas répondu
répondu à mon injonction de prendre position sur cette question-là quand il était premier secrétaire du Parti socialiste. J'ai jamais dit que François Hollande il fera mieux. C'est pas garanti. Ça dépend des forces. Je suis pas dans cette analyse-là. Je dis que les Algériens, les Français algériens, les petits Algériens qui sont français aujourd'hui, qui sont nés en France et qui veulent savoir l'histoire de leurs grands-parents, leurs parents, ces Algériens-là, et je pense qu'ils vont attendre longtemps vu comment la politique se met en place au jour d'aujourd'hui. Maintenant, de dire que l'un fait mieux que l'autre, je ne suis pas dans ce jugement-là. De toute façon, on ne pourra pas épuiser le sujet en une seule émission. Je pense qu'on y reviendra, mais c'est bientôt le moment c'est le moment de passer à nos deux chroniques.